Oui, Monsieur le Ministre, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, je souhaite en préambule saluer et remercier les administrateurs de la Commission des Affaires sociales qui ont fait preuve d'un travail remarquable dans un délai plus que restreint. Nous pouvons tous ici attester de la grande valeur des équipes de notre commission depuis le début de cette législature. Pour en revenir au sujet qui nous réunit ce jour, je vais vous présenter les deux articles pour lesquels j'ai été désignée rapporteure. L'article 12, relatif à la protection maternelle et infantile, et l'article 13, visant à rendre plus efficiente la gouvernance nationale de la protection de l'enfance. 2% des mineurs, soit 314 000 mesures prises en 2018 dans toute la France. Voilà les données qu'a recueillies notre collègue Perrine Goulet dans son rapport sur l'aide sociale à l'enfance, dont certaines propositions ont largement irrigué ce projet de loi. Ces mineurs, qui sont-ils? La moitié à peu près a moins de 11 ans. Près d'un cinquième d'entre eux sont porteurs d'un handicap physique. Surtout, et ces données sont largement partagées par les acteurs concernés, 25% des personnes de moins de 25 ans sans domicile sont des enfants de l'ASE au sens large. Face à cela, les départements dépensent aujourd'hui 8 milliards d'euros et l'État 400 millions pour la protection de l'enfance. Une dépense qui n'a cessé de croître depuis les années de 1990. Pour protéger les mineurs, souvent victimes de violences ou de délaissement parental, la puissance publique s'engage résolument. Et pourtant, chacun a bien en tête les reportages récents ayant jeté une lumière crue sur les dysfonctionnements des services de l'ASE. Et pourtant, chacun ici peut attester des différences qu'il a constatées dans la manière dont les enfants sont accueillis en fonction des territoires. Faut-il pour autant recentraliser cette politique, comme certains amendements de nos collègues nous y invitent? Profondément, je ne le crois pas. Le législateur a fait un choix, il y a 40 ans, de confier au département la protection de l'enfance parce qu'il s'agit profondément d'une politique de proximité qui interagit avec le chef de file social que sont nos départements. Depuis lors, les services départementaux ont largement gagné en compétences. Et malgré les dysfonctionnements que j'ai mentionnés, aucun rapport récent ne propose de confier cette politique à l'État. Cependant, notamment au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui garantit l'intérêt supérieur de l'enfant, dont je pense pouvoir dire qu'il nous anime tous, ici c'est l'État qui est responsable de la protection des enfants qui résident sur son territoire. Comment résoudre ce paradoxe? Je crois que ce projet de loi y apporte une première réponse concrète et globale par son article 13. Aujourd'hui, comme l'ont constaté nos collègues Perrine Goulet et Alain Ramadier, mais comment le pointent également les rapports récents des corps d'inspection et de la Cour des comptes, la gouvernance de la protection de l'enfance est difficilement lisible, voire parfois incohérente. Si elle est une compétence décentralisée, la multiplication des agences qui interviennent dans ce champ ne permet pas d'y voir plus clair à l'échelle nationale. Le législateur, en 2016, y avait déjà apporté une forme de réponse par la création du Conseil national de la protection de l'enfance, chargé de veiller sur l'ensemble des questions nationales entrant dans son champ d'expertise. 5 ans après, le bilan est malheureusement mitigé. Bien que le CNPE ait produit de nombreux avis et se soit saisi de questions cruciales, et bien que ce projet de loi soit en partie innervé de ses propositions, le Conseil peine à se distinguer d'instances existantes, comme le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge, qui traite de l'ensemble des sujets ayant trait à l'enfance. Il s'agit donc de le réformer pour recentrer ses missions et en faire la véritable vigie nationale de la protection de l'enfance. En ce qui concerne les organes plus opérationnels, plusieurs instances opèrent aujourd'hui de manière autonome, alors qu'elles interagissent toutes avec le conseil départemental et qu'elles pourraient être sollicitées par le biais d'un guichet unique. Que ce soit le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger, l'Agence française de l'adoption, le Conseil national d'accès aux origines personnelles ou encore l'Observatoire national de la protection de l'enfance, il existe un intérêt profond à ce que leurs actions s'inscrivent dans une démarche commune et des compétences partagées. Si l'on pense aux questions de l'adoption, par exemple, il existe aujourd'hui une vraie faille dans le recueil des données
et l'harmonisation des pratiques relatives à l'adoption sur le sol français. L'extension des compétences de l'Agence française de l'adoption devrait, à l'adoption nationale, en plus de ses missions internationales, répond donc à un vrai besoin. Elle pourra trouver un intérêt en outre à s'associer au CNAOP pour orienter les demandes de personnes adoptées à l'issue d'un accouchement sous le secret. Si ce groupement conserve l'ensemble des personnes travaillant actuellement dans les instances regroupées, ses missions sont donc étendues. Il mettra en œuvre en particulier une véritable expertise s'agissant des ressources à mettre à la disposition des acteurs de la protection de l'enfance. Je sais qu'un certain nombre de collègues ont déposé des amendements visant à mettre en place des référentiels créés et gérés par ce nouveau GIP. Si je ne suis pas favorable à restreindre excessivement les marges de manœuvre du groupement par la multiplication de ses missions dans différents endroits du Code, j'y vois néanmoins la reconnaissance par avance envers une plus grande fiabilité des données à disposition des professionnels comme des enfants recueillis. Je souhaite souligner enfin, et je vous prie de me pardonner de rentrer dans le détail un instant de dispositions techniques, mais cruciales pour les personnes concernées, que le dispositif proposé par le gouvernement permet de surmonter les craintes exprimées par de nombreuses familles ayant déposé une demande d'adoption internationale. En effet, la disparition de l'Agence française de l'adoption au profit du nouveau GIP pourrait fragiliser leur dossier. L'AFA bénéficiera d'une prolongation de sa durée de vie comme personnalité morale de 2 ans supplémentaires, ce qui devra permettre au nouveau GIP d'être accrédité auprès des États partie à la Convention de La Haye et d'être reconnue comme l'autorité française en charge des dossiers d'adoption internationale. J'ai toutefois noté, et cela fera l'objet d'amendements de ma part ainsi que de mes collègues, des manques dans la gouvernance proposée. J'estime en particulier que les premiers concernés devraient y être intégrés. Je pense bien sûr aux enfants, pour lesquels je proposerai de prévoir un collège pleinement intégré au CNPE. S'agissant de l'article 12 maintenant, vous comprendrez aisément que j'y suis particulièrement attachée. J'avais souhaité éveiller les consciences sur le risque d'extinction progressive des activités de PMI dans les départements par un titre choc dans mon rapport pour sauver la PMI. Agissons maintenant. Cet article 12 est l'une des pierres sur lesquelles nous sommes en train de nous appuyer pour reconstruire les services de PMI, en plus de la contractualisation mise en place avec les départements. Par cet article, nous nous proposons d'abord d'inscrire l'action des PMI dans des objectifs nationaux de santé publique. Là encore, et sans nier en rien la compétence départementale de protection maternelle et infantile, il s'agit d'ancrer résolument la PMI dans une démarche de prévention sanitaire en cohérence avec la littérature scientifique unanime sur les bienfaits de la prévention précoce. Ce faisant, nous nous inscrivons évidemment pleinement dans la stratégie dite des 1000 premiers jours, qui définit un continuum de politique publique à destination des nourrissons. Les actions de PMI étant pleinement sanitaires, l'article prend le soin de préciser et d'adjoindre de nouvelles missions aux services départementaux, notamment en matière de dépistage des troubles du neurodéveloppement. Surtout, le texte en l'état lève un obstacle juridique à une pratique homogène du remboursement sur tout le territoire des bilans de santé en école maternelle. Alors même que des inégalités persistent entre départements et que, en particulier, moins de la moitié des enfants de Seine-Saint-Denis y ont accès, en dépit des efforts réels du département pour développer ces bilans de santé, il est inacceptable que les caisses primaires d'assurance maladie ne prennent pas en charge ces actions absolument indispensables pour le dépistage précoce de carences qui, sans ce bilan, pourront prendre une ampleur parfois irréparable par la suite. Mais cette part du texte consacrée à la PMI, à laquelle j'ai souhaité donner un titre propre, est appelée à largement s'enrichir au cours de nos débats. Et c'est en ce sens que j'ai déposé un certain nombre d'amendements. Qu'il s'agisse de la transformation des centres de planification et d'éducation familiale en centres de santé sexuelle et reproductive, potentiellement dirigés par des sages-femmes, qu'il s'agisse d'expérimenter de nouvelles formes de gouvernance, qu'il s'agisse des relations sur la santé scolaire ou de la reconnaissance du caractère pluridisciplinaire des équipes de PMI, l'ensemble de ces amendements a pour vocation le principe suivant. Les PMI doivent être au cœur de la politique de prévention précoce et de soutien à la parentalité dans l'ensemble des départements. Ne pas agir rapidement et dès les premières étapes de la vie, c'est un gâchis budgétaire pour l'assurance maladie, mais c'est surtout un gâchis sanitaire pour tous nos concitoyens.
les personnels de PMI développent des compétences actuellement trop peu reconnues. Je pense en particulier aux infirmières puéricultrices diplômées d'État, dont je propose notamment qu'elles puissent prescrire des dispositifs de soutien à l'allaitement. Alors que la mise en œuvre des bilans de santé en école maternelle, des visites à domicile ou du suivi postnatal est remboursée dès lors qu'elle est effectuée par un médecin ou une sage-femme, la charge revient au département dès lors que ce sont les puéricultrices qui pratiquent ces actes. Elles représentent pourtant parfois 4/5 des activités d'un service de PMI. C'est pourquoi je souhaite vous demander, Monsieur le ministre, et même si nous aurons l'occasion d'y revenir pendant le débat, avez-vous prévu d'initier des négociations avec l'assurance maladie en vue de prendre en compte les actes de puéricultrice dans la nomenclature générale des actes professionnels? Plus simplement, envisagez-vous, et si c'est le cas, à quelle échéance, de permettre le remboursement par la solidarité nationale des actes des puéricultrices qui permettent d'éviter tant de futures dépenses de santé par leurs actions souvent préventives? Vous l'aurez compris, j'espère que la pierre que nous posons avec ce texte en faveur d'une renaissance de la PMI n'est que le prémisse d'un chemin vers le développement d'une culture de prévention au cœur de laquelle ces services départementaux ont toute leur place. Je vous remercie.